sommes à J-4 avant la Coupe du Monde. Nous sommes sur la preview numéro 43, la deuxième de la journée. Je vais peut-être avoir le temps d'en faire une autre, peut-être deux, je pense pas pour les deux, mais pourquoi pas. Et donc, on se retrouve tout de suite pour parler de la CLSAO. Et donc, on commence avec ce maillot domicile, ce maillot brésilien. C'est le maillot de la CLSAO, hein. Il n'y a pas grand-chose à dire, c'est vraiment un maillot classique, un maillot sans trop de problèmes, hein. C'est un maillot vraiment basique, même si c'est plus un signe d'appartenance politique au Brésil, c'est un signe d'appartenance à l'extrême droite. On va pas s'étendre plus longtemps, en tout cas, le maillot c'est un 7 sur 10. Le maillot extérieur, personnellement, je le trouve pas beau, je capte pas trop pourquoi faire ça, vraiment, pourquoi. Donc un petit 5, petit 6, je sais pas. Assez dur à dire, parce qu'il est pas ouf, la prise de risque est vraiment mal maîtrisée. Bon, on va parler football, évidemment, parce que on est là pour parler du Brésil, et qui dit Brésil, dit football. Le classement FIFA, déjà, ils sont actuellement 6e, juste en dessous du Portugal, vraiment tout juste en dessous, mais loin derrière l'Angleterre, par contre. Et leur classement est en dessous de leur rang moyen, aïe aïe aïe. Ils sont 3e en rang moyen, leur rang le plus bas ça a été 22e, mais ça a été une très très brève période, jusqu'en 2014. Leur creux, on va dire. Et c'est, je pense, la nation qui est restée le plus de temps à la tête du classement FIFA, très probablement. C'est la plus grande nation de football, hein. Parce que quand on regarde évidemment pour la Coupe du Monde, c'est simple, hein. Le Brésil n'a raté aucune Coupe du Monde dans son histoire. C'est-à-dire, et ils n'ont pas passé la première phase de poule, en tout cas la première phase, à 2 reprises, en 1930 et en 1966. Sinon, il y a eu 3 victoires presque consécutives, sauf 66 qui avait été remportée par l'Angleterre. Et il y a dans l'ère moderne, alors ça on va pas faire, mais finale 98, je pense qu'on s'en rappelle tous. Finale 94, pas mal. Et on va commencer par 2002. 2002, grande année pour le foot brésilien, évidemment, avec une équipe d'Avengers. C'était vraiment l'équipe, la meilleure équipe du monde à cette époque-là. Et donc quand on regarde, évidemment, on va commencer. Il commence dans ce groupe C avec la Turquie, le Costa Rica, la Chine. Donc un groupe très simple, et on le voit tout de suite, 4-0 contre la Chine, 5-2 contre le Costa Rica, 2-1 contre la Turquie, bam, ça dégage. Huitième de finale, un peu plus simple, 2-0 contre la Belgique, Rivaldo, Ronaldo, tu veux faire quoi contre, et Ronaldinho, tu veux faire quoi contre ça? L'Angleterre, Rivaldo, Ronaldinho, hop, au revoir. Demi-finale, la Turquie, seulement Ronaldo. Et après la finale, l'Allemagne, Ronaldo, hop, ça dégage. C'était vraiment impressionnant de maîtrise cette Coupe du Monde 2002 pour le Brésil, qui donc en tout n'a concédé que, il me semble, 4 buts, ce qui est vraiment peu. Et c'est vraiment une des meilleures équipes de l'histoire à la Coupe du Monde. Donc forcément, c'est clair. Et en 2006, c'est une des rares équipes à ne s'être pas pris la malédiction des vainqueurs. Parce qu'en 2006, ils arrivent donc dans ce groupe F avec Australie, Croatie et Japon. Le Japon contre qui s'impose 4-1, l'Australie contre qui s'impose 2-0 et la Croatie 1-0. Et ils arrivent en huitième de finale dans lequel ils affrontent le Ghana où ils les éliminent 3-0. Ronaldo, Adriano, Zé Roberto. Bon forcément, ça tout de suite c'est plus simple. Et donc forcément, ils arrivent très rapidement à s'imposer. Puis en quart de finale, ils affrontent évidemment la France de Zizou. Zizou qui leur avait fait du sale pendant tout le match. Et surtout, ce but de Thierry Henry pour tuer le match. Et donc ils s'inclinent en quart de finale, ce qui est rare pour eux. Ils sont toujours habitués à aller en demi-finale ou plus loin. Et donc ils reviennent en 2010 avec d'autres intentions, des intentions clairement plus fermes, mais on va voir que le Brésil dans l'ère moderne, il y a vraiment un vrai plafond de verre pour le coup. Donc groupe G en 2010 avec le Portugal, la Côte d'Ivoire, la Corée du Nord, avec ce match exceptionnel de la Corée du Nord qui avait vraiment mis en difficulté, mis à mal cette équipe brésilienne. Après, il y a cette victoire 3-1 contre la Côte d'Ivoire, puis ce nul contre le Portugal. Ça leur permet d'aller en huitième où ils affronteront le Chili qu'ils battront 3-0 sans trop de problème, avant d'arriver contre les Pays-Bas de Wesley Sneijder
Et là, le Brésil de Robinho ne suffira pas, clairement. Et donc, forcément, le Brésil s'inclinera contre les Pays-Bas, encore une fois en quart de finale. Avant de revenir en 2014 à domicile, dans une Coupe du Monde, avec certains matchs tristement légendaires pour le Brésil. Mais on va commencer par ce groupe A où Neymar et Oscar les avaient portés contre la Croatie avant de s'imposer avant de faire nul contre le Mexique 0-0, puis de s'imposer sans trop de problèmes 4-1 contre le Cameroun de Joël Matip, avant d'arriver en huitième où ils s'imposeront de peu face au Chili. Ils s'imposeront au tir au but, et de justesse encore une fois au tir au but, avant d'arriver en quart et d'affronter la Colombie qu'ils élimineront. Mais malheureusement, durant ce match, Zuniga, le grand Colombien, va tuer tout simplement Neymar, qui ne sera pas là pour la demi-finale. Et la suite de l'histoire, on la connaît. Müller, Klose, Kroos, Khedira, Schürrle. C'est terrifiant, c'était un massacre, c'était triste, presque triste, oui. Et ils arrivent donc en petite finale pour se faire atomiser par les Pays-Bas qu'on a fait tout à l'heure, comme on l'a dit tout à l'heure. Et c'est vraiment un match triste, c'est la page, je pense, la plus triste de l'histoire du football brésilien, se prendre ce 7-1 à domicile. Et donc c'est en 2018 qu'ils reviennent avec d'autres intentions, peut-être des meilleures intentions, dans ce groupe E. Groupe E assez intéressant, hein, groupe E avec la Suisse, la Serbie et le Costa Rica. Il y a d'abord ce nul contre la Suisse, mais derrière il y a cette victoire de justesse contre le Costa Rica, avant d'avoir cette victoire 2-0 nette contre la Serbie. Et donc ce qui leur permettra donc de se qualifier en huitième de finale où ils affronteront tout simplement où ils affronteront qui en huitième? Le Mexique, où ils s'imposent 2-0 sans trop de problème, avant de s'incliner contre la Belgique, qui donc va les éliminer encore une fois en quart de finale. Avant de revenir, ils reviennent en 2022 avec encore une fois des fermes intentions de s'imposer. 2022, encore une fois, une grande Coupe du Monde dans un groupe G plutôt abordable, je dirais, avec Cameroun, Suisse et Serbie, un medley de leurs derniers affrontements, deux de leurs adversaires de 2018 plus un de 2014. Il y a ce 2-0 contre la Serbie, il y a ce 1-0 contre la Suisse, mais il y a cette défaite 1-0 contre le Cameroun de Vincent Aboubakar, qui va malheureusement pas permettre au Cameroun de se qualifier, hein. Puis il y a ce huitième de finale maîtrisé, en grande maîtrise, contre la Corée du Sud, avec le seul but de Vinicius en Coupe du Monde avec le Brésil. Ça, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est vraiment quelque chose d'important. Et ce quart de finale, où ils s'inclinent au tir au but contre la Croatie de Petkovic. Et donc, forcément, c'est dommage, encore une fois, pour le Brésil, et donc qui reviennent récemment ces derniers temps avec des intentions très fermes. On va voir ça tout de suite. Et donc on va voir déjà par une chose les résultats en 2025, et c'est des résultats que je trouve personnellement en dents de scie. Alors certes, il y a cette victoire 5-0 contre la Corée du Sud, mais elle est suivie d'une défaite 3-2 contre le Japon. Certes, il y a cette victoire 2-0 contre le Sénégal, mais il y a ce nul contre la Tunisie. Certes, il y a cette victoire contre la Colombie 2-1, mais il y a cette défaite 4-1 contre l'Argentine. C'est vraiment des résultats en dents de scie qui me convainquent clairement pas. Et les résultats de 2026, ça me convainc pas non plus. Là, je parle du résultat, on va s'attarder sur les matchs tout à l'heure. Il y a ce match d'abord contre la France, pas convaincant. Bon, certes, il y a la Croatie. Il y a ce match contre le Panama, sans trop de problèmes. Puis, il y a ce match sur la Tunisie, contre l'Égypte, dont on va faire le breakdown tout de suite. Et donc on arrive sur ce match, et ce match dont on va analyser un peu la composition. Déjà, la composition annoncée n'est clairement pas ce qui se passera, puisqu'en réalité, Paqueta décalera à droite, Guimarães et Casemiro dans l'axe, et derrière à gauche, je dirais que il y avait beaucoup de permutations entre Rafinha et Vinicius, avec Igor Thiago toujours en deuxième attaquant. C'était quand même une approche assez classique, hein, ce 4-4-2 double 6.
Et donc c'est quand même assez particulier comme animation. Et déjà on repère un problème, c'est que il va y avoir alors peut-être que les joueurs vont plus être capables de marcher sur leur ego pour 8 matchs, mais il y a encore une fois ce surplus de joueurs à un poste, dont et tu ne peux pas te passer d'un. Donc forcément t'as Rafinha et Vinicius qui vont forcément se marcher sur les pieds, hein, Vinicius qui va toujours. Mais il y a eu des permutations très intéressantes dans ce match, puisque c'était Rafinha qui était annoncé le plus à gauche théoriquement. Et déjà on voit quelque chose, c'est Ibanez qui va clairement chercher des ballons très hauts, qui va monter pour aller récupérer le ballon. Bon là ça ne mènera à rien, mais il y a quelque chose. Et aussi il y a quelque chose que je vois, c'est le manque de pressing. C'est le fait que les Brésiliens sont mous. C'est pas possible de laisser un ballon filer comme ça. Vous êtes 5, ils sont 3. Comment ça se fait qu'il ait de la place pour faire une passe magnifique et que derrière ton défenseur se fasse éliminer? Bon après derrière l'action ralentira, mais encore une fois, c'est quoi cette passivité? Il fait ce qu'il veut. Là il a un angle de frappe entier pour s'ouvrir. Ça, c'est quelque chose qui est intolérable dans une nation de ce niveau-là au vu des adversaires qu'ils vont avoir. Bon, après, il y a aussi ces choses, il y a ces longs ballons. On voit aussi là qu'il y a des joueurs comme Rafinha là qui viennent faire l'effort défensif. Rafinha, c'est un monstre d'effort défensif. Ça peut être très intéressant pour cet effectif. Et on voit déjà ces légères permutations entre Rafinha et Vinicius. Et on voit aussi, alors donc il y a ça, mais il y a surtout Guimarães qui va voler le ballon dans les pieds d'un Égyptien pour finir l'action. Et derrière il y a aussi ça. Il y a cette errance, cette passe de Marquinhos pour personne. Et cette passivité encore une fois de la défense, hein, ils ne regardent pas, juste ils ne regardent pas. Et ça c'est quelque chose qui est intolérable encore une fois à ce niveau-là, de ne pas regarder le ballon, de ne pas savoir où est le ballon. Et derrière, évidemment que Alisson se fera ajuster, c'est logique. Donc forcément un partout, et encore une fois, cette manque de pression, cette passivité du bloc brésilien. Et là, on voit ici, ça paraît anodin, mais c'est peut-être quelque chose qui va encore manquer au Brésil à la Coupe du Monde. C'est la blessure de Wesley, peut-être leur seul latéral droit, poste auquel ils ont extrêmement peu de profondeur. Et donc, oui, il y a plus Wesley, il est blessé. Et donc, là, tout de suite, c'est compliqué. Bon, il y a aussi quand même des très belles choses offensivement. Il y a ces ballons ici, ce genre de ballons qui sont intéressants. Il y a encore là, on voit les deux sont sur la même ligne, mais sont du même côté. Ça, c'est quelque chose qu'on voit là. Le côté droit est déserté, et ça, c'est quelque chose, l'attaque penche énormément vers la gauche. Mais il y a quand même deux joueurs de profondeur. Alors déjà, il y a aussi un autre joueur de profondeur exceptionnel, Igor Thiago dans les appels, c'est très fort. Mais surtout deux joueurs qui sont peut-être dans les meilleurs du monde dans leurs appels de balles, Vinicius et Rafinha. Et il y a des plutôt bons passeurs pour bonifier ça. Alors effectivement, avec des top passeurs du genre Vitinha, Neves, cette équipe du Brésil prendrait une dimension colossale parce que ce serait létal cette association Vini, Rafinha et un passeur. Là on voit Vini qui peut finir grâce à cette magnifique passe de Rafinha. Il y a aussi d'autres choses. Il y a vraiment cette capacité aussi à casser les lignes par le dribble. Moins pour Rafinha, beaucoup plus pour Vinicius. Donc ces permutations avec encore une fois cet appel de balle magnifique de Rafinha dans cet espace-là. Pour derrière pouvoir déclencher une frappe, qui ne rentrera pas, mais ça arrive très fréquemment que ça rentre, ce genre de frappe pour Rafinha. Et il y a aussi ces passes exceptionnelles de Bruno Guimarães là pour Igor Thiago. Bon là ça mènera à rien. Encore une pour casser une ligne pour Paqueta qui derrière l'emmènera sur Igor Thiago. Qui jouera sur Vini mais qui n'arrivera pas à finir Vini, et ça c'est dommage. Ce sera sauvé sur la ligne. Mais il y a vraiment des choses intéressantes. Il y a cette capacité à centrer aussi. Encore une fois, on voit les appels de Rafinha dans le dos de la défense qui sont excellents. C'est pas pour rien qu'on dit que c'est le meilleur joueur du monde dans les appels de balles.
Il peut pas finir, mais ça, c'est le genre d'action qui peut finir. Il y a ses récupérations très hautes. Cette récupération avec Rafinha qui peut déborder et qui peut centrer premier poteau pour Hendrick. Hendrick, pour moi, ça doit être un des joueurs titulaires, même si c'est très compliqué, évidemment. Forcément, très particulier. Hein, c'est quand même particulier. Bon, un neuf de ce profil-là, ce profil très atypique, petit mais tanké, c'est quand même assez particulier, mais vraiment très très intéressant dans cette équipe du Brésil, ce profil-là, qui peut finir en plus. On le verra tout à l'heure. Mais par contre, il y a encore cette passivité. Comment tu laisses Mo Salah déclencher entrée de surface? Comment tu le laisses? Il y a aussi cette passivité, encore une fois, là, c'est vraiment... Il y a personne qui agresse, en fait. Il n'y a pas d'agression. C'est de la passivité, c'est un des petits problèmes des équipes d'Ancelotti, hein. Et donc, forcément, bah, ça me convainc pas. Ça me convainc pas. En tout cas, c'est tout pour ce breakdown. Et là, on va passer sur une analyse un peu plus poussée, pas sur un seul match uniquement, de ce Brésil. On a donc cet effectif devant nous, et c'est un effectif quand même très très divers, on va dire, très particulier comme effectif, hein. Déjà, quand on regarde le détail de l'effectif, c'est un effectif particulier. Quand on regarde surtout, il y a un poste où ça manque cruellement de renouvellement, c'est gardien. Alisson Ederson Weverton, ok. 33, 32, 38 ans. C'est quand même assez particulier, hein. C'est mauvais pour cette équipe du Brésil, pour moi, hein. C'est pas ce qui doit être bien pour cette équipe du Brésil. Alors ça reste des très bons gardiens, mais voilà. Défenseurs centraux, bon là c'est quand même un peu mieux. On a du Gabriel, on a du Bremer, on a du Marquinhos, mais bon, quand on voit le genre d'erreur que peut faire Marquinhos, on a eu du Ibanez, du Pereira aussi, mais c'est pas, je dirais, l'effectif d'une top équipe, hein. On a surtout des joueurs vieillissants quand on regarde, hein. On a du Alexandro. Bon, il y a des jeunes joueurs évidemment, il y a Wesley. Ah bah non, il sera pas là évidemment. Vraiment, c'est le seul arrière droit de métier, en tout cas enregistré comme tel sur Transfermarkt. Donc déjà, ça c'est pas glorieux. En milieu défensif, Fabinho, Casemiro, ok. C'est des vieux aussi. Bon, il y a quand même Bruno Guimaraes, Danilo, le nouveau Danilo qui est très très bon cette saison. Il y a Lucas Paqueta. Il y a évidemment Neymar, il y a évidemment Vini. Et ça, Neymar, ça peut être intéressant. En fait, alors déjà, on va se poser des questions concernant Neymar, hein. Clairement, ça va se poser des questions, notamment le fait que c'est quand même tout simplement un Neymar blessé, hein, déjà pour le moment. Mais on va questionner très fort les choix d'Ancelotti. Là, je vais en parler tout de suite d'ailleurs. Tant qu'on est sur Neymar, alors clairement, une non-convocation de João Pedro, un profil qui manque à ce Brésil pour convoquer Neymar, alors, je comprends la démarche. La démarche, c'est de tout simplement gagner la confiance du vestiaire avec un joueur que tout le monde adore, et donc forcément, ça gagne une partie de la confiance du vestiaire. Maintenant, sportivement, ça contrebalance clairement. C'est quand même compliqué. Je me pose des questions vraiment pour voir... c'est quand même particulier. Alors il y a évidemment aussi d'autres joueurs. Il y a Hendrick, Igor Thiago, Luis Enrique, Ryan, Gabriel Martinelli, Rafinha, Matheus Cunha, Vinicius Junior. Il y a quand même en attaque beaucoup de monde. Mais j'ai du mal à dégager déjà une révélation pour cette équipe du Brésil, hein. Ils sont tous à peu près connus ou trop vieux pour se faire connaître, je dirais. Donc, mais on voit quand même qu'il y a des joueurs, et surtout pour que le Brésil, il y a un très gros plafond pour le Brésil. Mais il y a une chose qui est claire, qui est sûre, c'est qu'il faut que Vini fasse un gros tournoi. Il n'a aucun moment marquant en sélection. Quand on regarde les autres joueurs de sa génération, ils ont tous un moment marquant en sélection, au moins. Il a marqué, surtout pas, surtout, faut pas le faire jouer en tant que second neuf d'un 4-4-2 avec double 6. C'est pas ça qu'il faut, un 4-2-2-2, je dirais même. C'est pas la bonne idée. Les idées d'Ancelotti, c'est pas ouf. Et quand on va regarder deux trois trucs, déjà il y a pas de latéraux, Wesley blessé, il y a que
vrais milieux, hein. Il y a 4 milieux qui sont enregistrés en tant que tels, en tout cas. Et surtout, il y a quelque chose de très important. C'est quand même ce match. Bon, c'est récent, hein. C'est pas pareil. Mais il y a quand même déjà ce match contre le Japon qui rassure personne, hein. Alors il y a eu beaucoup de changements, mais quand même, tout simplement cette fébrilité défensive pour se faire remonter comme ça, tout simplement, c'était jamais arrivé dans l'histoire. C'est quand même assez inquiétant déjà quand on voit qu'ils avaient. Bon, il leur manquait certes Rafinha, mais c'est quand même inquiétant. Il y a pas Rodrigo en plus. Là, c'est quand même inquiétant vraiment, je trouve. Martinelli, je sais pas où le mettre dans leur attaque aussi d'ailleurs, hein, parce qu'il est sélectionné quand même. Quand on regarde contre la Croatie, c'est quand même rassurant. Il y a quand même des belles choses. Il y a quand même déjà ce but de Danilo sur cette passe de Vini, ce but d'Igor Thiago, ce but de Martinelli avec Hendrick doublé de passe D. Ça, c'est quand même intéressant. Mais encore une fois, bon, je suis pas convaincu, hein. Mettre Ibanez à droite, je sais pas si c'est la solution. Ne pas mettre Rafinha, bon, je sais pas si c'est ça la solution non plus. Et surtout, il y a leur match récent contre le Panama. Contre le Panama, ils concèdent 16 tirs. Et surtout, quand on regarde dans leur dans ce 4-4-2 là, alors dans ce 4-4-2 plus, je sais pas s'il est plus, si on le voit quand même mieux contre le Sénégal, contre l'Égypte, c'est que il y a vraiment un problème, c'est que pardon, je me suis trompé, il y a quand même ils jouaient en 4-2-3-1 sur ce match, mais le problème c'est que on va le voir tout de suite, hein, je vais vous le montrer, donc c'était pas prévu comme ça, mais je vais vous le montrer comme ça. C'est que quand on regarde contre le Panama, donc ce 4-2-3-1, pour moi c'est pas une solution parce que ils font jouer Rafinha en 10 et qu'avec le Barça quand ils jouent en 10 ça passe parce qu'il y a des consignes particulières, mais là non, parce qu'en fait tout simplement c'est que Cunha, il partait à gauche et Rafinha il partait à droite et ça laissait un axe désert et c'est pas comme ça que tu gagnes un match. Bon, certes, il y a 6-2 au final, hein, mais quand même. Et quand on regarde l'effectif, il y a quand même de quoi faire quand on regarde les stats de l'effectif, surtout. On va commencer par Rafinha, et Rafinha, comment le dire, hein, c'est un des meilleurs joueurs du monde, tout simplement. 100e centile en but hors penalty, 99e centile en XG, XA, 96e centile en passe décisive, 95e centile en passe clé, 88e centile en centre réussi. Bon, c'est pas un grand dribbleur, c'est pas un grand porteur de balle, mais quand même. Il y a également Bruno Guimaraes qui est vraiment dans les passes vers l'avant, très très important. Hendrick qui de cette saison est élite à la finition et à la passe, tout simplement. Surtout à la passe, il est élite cette saison. C'est vraiment un top joueur cette saison. Vinicius, bon, est-ce qu'il faut le présenter? 100e centile en course progressive, 98e en dribble réussi, 92e. Bon, il n'y a pas besoin d'en dire grand-chose. C'est pas un grand passeur, mais c'est quand même un grand dribbleur. Il faut le dire, c'est un top joueur aussi. Même si cette saison c'est très compliqué avec les guerres d'ego dans le vestiaire du Real. Et donc quand on y arrive sur les prédictions, alors déjà premièrement il y a une chose avec laquelle je suis pas d'accord. Déjà qu'il soit tout simplement dans les favoris, hein, ils sont annoncés 6e favoris. Pour moi c'est abusif, c'est clairement abusif. Quand tu compares au Maroc, le Maroc qui est annoncé peut-être 13e, 14e, 15e, ou je sais pas, mais c'est pas normal. Et quand on regarde surtout les probabilités dans le groupe, moi quand je vois des cotes comme ça, je me dis que les cotes du Maroc c'est quand même très intéressant. Ils sont annoncés 2e mais de loin, mais alors que pour moi ce Brésil, contre le Maroc ils vont avoir du mal, parce que le Maroc c'est une équipe qui peut être létale, l'Écosse aussi, Haïti ça peut l'être quand ils le veulent, donc pour moi ça c'est pas les solutions, hein, c'est pas les solutions. Et moi clairement je vais dire, je vois le Brésil finir 2e de ce groupe. De toute façon, c'est à peu près du pareil au même pour moi au final. Parce que qui finissent premier de ce groupe C ou 2e, alors s'ils finissent premier et tombent contre le 2e du groupe F, waouh,
Et derrière, deuxième du groupe E ou deuxième du groupe I. Ça veut dire qu'ils affronteraient donc les Pays-Bas ou le Japon. Alors pour moi, a priori, les Pays-Bas. Donc ils perdraient. Pour moi, clairement, si un Pays-Bas contre le Brésil, les Pays-Bas s'imposent. Et ici, il y a s'ils finissent premier, s'ils finissent deuxième, ils affrontent le premier du groupe F, donc a priori le Japon. Et moi, un Brésil-Japon, c'est la même chose. Le Japon gagne. Donc le Brésil, pour cette Coupe du Monde, ne dépassera pas les 16e de finale. En tout cas, c'est mon avis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à liker, vous abonner. À tout à l'heure pour la vidéo sur le Portugal.